De nos jours, beaucoup de choses entrent en ligne de compte dans la réalisation d'un film, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser l'imagerie générée par ordinateur ou CGI en abrégé. Grâce à cette technologie, il est possible de créer en post-production tout ce que l'on veut, des petits détails aux mondes entiers, transformant ainsi des films ordinaires en véritables superproductions. Mais sans ces images de synthèse, les super-héros sont mis à nu. Les monstres ressemblent à des erreurs folles, et certains plans vous font grimacer jusqu'au plus profond de vous-même. Alors prenez votre popcorn et préparez-vous au spoiler, car nous allons voir comment les acteurs sont filmés de manière hilarante sur les plateaux de tournage sans cette fameuse imagerie de synthèse. Le smog hystérique. Lorsque la trilogie Le Hobbit est sortie dans les années 2010 en tant que préquel de la célèbre saga Le Seigneur des Anneaux, les fans de la franchise de la Terre du Milieu ont été profondément déçus. Les critiques l'ont décrit comme un long gâchis ennuyeux. Mais si l'on enlève la grande quantité d'images de synthèse, on découvre quelques séances divertissantes cachées à l'intérieur. L'un des principaux rôles de la série a été attribué à Benedict Cumberbatch, qui a incarné le dragon obsédé par l'or, Smaug. Mais il ne s'est pas contenté de prêter son timbre au dragon. Des images tournées dans les coulisses ont révélé que Benedict s'est mis à quatre pattes pour incarner son personnage. Il a revêtu une combinaison de capture de mouvement et des points de référence ont été placés sur son visage afin que ses réactions et ses émotions puissent être reproduites numériquement sur l'énorme reptile. Cependant, un homme et un dragon sont deux créatures très différentes. Et l'interprétation de Benedict du dragon enragé sur le sol a fini par relever davantage de la comédie que de la fantaisie. Sordid scheme. Heureusement, le montage final basé sur les mouvements et les voix de Benedict fait de Smaug un personnage très imposant. Mais je pense que s'ils avaient intégré la performance de Benedict sans image de synthèse, le film aurait reçu de bien meilleures critiques. Docteur Sérieusement Strange. Si vous pensiez que Benedict avait l'air bizarre sans CGI dans les Hobbits, attendez de voir ce qu'il s'est passé lorsqu'il a tourné dans Doctor Strange de Marvel. Jouant le rôle principal du Docteur Stephen Strange dans l'univers cinématographique des super-héros de Marvel, il devient un maître des arts mystiques et utilise toutes sortes de moyens magiques pour sauver la mise. Mais la magie ne respecte pas les lois de la physique. C'est pourquoi des équipes de montage ont été mises à contribution pour créer des scènes époustouflantes et révolutionnaires à partir de zéro. Pour garantir le réalisme des personnages, les acteurs ont dû leur fournir des références, ce qui signifie qu'une grande partie de l'action a dû être filmée sur fond vert. Ces toiles de fond lumineuses permettent aux techniciens de médias d'utiliser un procédé appelé chroma keying, qui consiste à séparer de la scène tout ce qui est en bleu ou en vert. Ils remplacent ensuite ces arrière-plans par ce qu'ils veulent. Ainsi, combiné à un travail de fil de fer incroyable, Benedict pouvait donner l'impression de voler, de tomber ou de se battre dans n'importe quel scénario. Mais il n'a pas toujours eu l'air aussi méchant, comme le montre cette photo de lui courant vers une bataille imaginaire alors qu'il est suspendu de manière hilarante à un tapis roulant. À certains moments, il a même utilisé de petites LED attachées à des cordes et des boucliers pour émuler la magie qu'il maniait. On dirait qu'il a repoussé les méchants avec une boîte de décoration de Noël. Mais c'est tout de même plus impressionnant que de le voir se balader en faisant semblant d'être un dragon. Maintenant, j'aimerais faire un petit sondage. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus drôle sans CGI ? La scène stupide de Benedict sur Smaug ou son tournage de Super Doctor Strange? Pour Smaug, cliquez sur le bouton j'aime et pour Strange, jetez-moi des guirlandes électriques sur le bouton s'abonner. Que le meilleur Benedict gagne. Bon ok, où est-ce qu'on en était ? Le pétrifiant homme pâle. Le film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, sorti en 2006, est peut-être le film de dark fantasy le plus emblématique qui soit, avec l'un des plus grands interprètes de créatures du monde, Doug Jones. Son interprétation de l'homme pâle, un monstre mangeur d'enfants qui voit à travers des yeux insérés dans ses paumes, hante encore mes rêves aujourd'hui. Cela peut ressembler à un cauchemar en images de synthèse, mais incroyablement, presque tout ce qui concerne ce personnage était réel. En 2006, les images de synthèse n'étaient pas aussi avancées ou crédibles que celles que l'on voit aujourd'hui sur grand écran. C'est pourquoi, pour que le personnage paraisse réel, Jones a passé 6 longues heures sur la chaise de maquillage chaque jour pour donner vie à l'homme pâle. Et pendant qu'il était sur le plateau, il a filmé une petite séquence dans les coulisses alors qu'il était vêtu du costume complet, qui est à la fois drôle et terrifiant.
Doug a également joué le personnage du faune, ce qui a nécessité un autre costume complet et encore plus de maquillage pour jouer l'inquiétante créature mythologique. Mais le voir discuter en toute décontraction avec les acteurs alors qu'il est déguisé en ces monstres cauchemardesques est encore plus surréaliste que le film lui-même. It's not easy, but it's something I'm used to. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne sais pas si je dois rire ou avoir peur. Le colosse de Cringy. Deadpool est l'un des super-héros de l'univers cinématographique Marvel qui attire le plus l'attention grâce à son costume rouge et à son sens de l'humour coquin. Mais avant l'ajout des images de synthèse, c'est l'acteur qui incarne Colossus qui a attiré tous les regards sur le plateau. Inspiré du personnage de bande dessinée, cet X-Men russe géant est un sauveur soviétique surdimensionné et brillant. Mais aucun acteur au monde mesurant cette taille n'a de muscles aussi énormes ou n'a, vous savez, une peau métallique. Il n'est donc pas surprenant que dans les films de Deadpool, il soit principalement qu'un rendu numérique. Bien que sur le plateau, ils avaient besoin d'un énorme interprète de 6 pieds 9 pouces dans un costume de suivi gris, peu flatteur pour interagir avec les autres membres de l'équipe dans chaque scène. Mais aussi intimidant qu'il soit, il n'était pas assez grand, et a donc dû porter d'énormes bottes à plateforme ou une coiffe supplémentaire pour atteindre la hauteur colossale de Colossus. Il faut vraiment être un grand homme pour arriver sur le plateau de tournage avec un tel look. Mais il n'y a pas un seul grand homme. En plus de l'acteur en costume, 4 autres artistes ont assuré la capture de mouvement pour sa démarche, la mâchoire de son visage, son dialogue et les animations pour les détails de son visage. En tout, cela fait 5 interprètes pour un seul personnage. Pas étonnant qu'il soit si grand. Sinistre Scooby. Pour tous ceux qui ont aimé les films Scooby-Doo en prise de vue réelle lorsqu'ils étaient enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tout d'abord, Scooby-Doo n'était pas un vrai chien. Il s'agissait en fait d'un animal en image de synthèse ajouté au film en post-production, pendant que les acteurs sur le plateau faisaient semblant d'être là. Et pendant que cela se passe, jetez un coup d'œil à l'effrayante coiffe qu'ils ont utilisée à la place. Bien sûr, ça aide les acteurs à se concentrer sur l'emplacement de l'animal imaginaire par rapport au reste du décor. Mais fallait-il vraiment que cela ait l'air aussi dérangeant ? Certes, ce n'est rien comparé au costume complet de centaure à fourrure dont ils ont eu besoin pour représenter Scoob rôdant autour d'un aéroport très fréquenté. Et il y a cependant une scène pré-CGI qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Ouais, c'est ça. Ce maraudeur au masque vert est en fait Scooby qui se fait passer pour grand-mère. Mais pour que la robe et la performance humaine de Scooby soient aussi crédibles que possible, ils ont fait appel à un acteur qui traverse l'aéroport vêtu de ce monstrueux masque d'écran vert. Je ne sais pas ce qui est le pire, le masque ou la robe. Bête bizarre. Si vous avez vu le film en live-action Disney La Belle et la Bête, vous savez qu'il s'agit d'une œuvre cinématographique magnifique qui reste fidèle à la version animée dont elle s'inspire. Mais même si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez probablement deviner que la Bête est une création en image de synthèse, n'est-ce pas ? Alors comment l'acteur Dan Stevens a-t-il pu incarner les mouvements, la forme et la taille de la Bête avant que tous les effets visuels ne soient rajoutés ? Il s'avère que la silhouette du monstre de près de 2 mètres est basée sur Dan, hilar vêtu d'une grosse grenouillère grise. Pour donner à Emma Watson, qui jouait Belle, une taille précise, Dan a dû interpréter le rôle en portant cette combinaison musclée. Il a pris la forme et la taille de la bête pour un équipement de 18 kg. Et pour couronner le tout, il a également dû enfiler des échasses en acier ou des chaussures à ressort pour donner à la bête un peu plus de rebond dans sa démarche. La maîtrise de ce mouvement a pris à Dan 3 mois, au cours desquels il s'est entraîné à bouger, à danser sur les échasses pendant 2 heures par jour. Aussi impressionnant que soit cet engagement, ça me laisse qu'une question. Comment diable Emma a-t-elle réussi à garder son sérieux dans des scènes comme celle-ci ? C'est le signe d'une vraie professionnelle. Loup farfelu. Rien qu'en prononçant le mot Twilight, je peux presque entendre toute une génération de préadolescents super fans se précipiter sur les commentaires. La saga de 5 films basée sur un triangle amoureux entre une fille, un vampire et un loup-garou est peut-être la franchise cinématographique la plus controversée qui soit. Cependant, le film contient également l'une des scènes pré-CGI les plus drôles jamais filmées. Dans cette scène, le personnage de Bella, joué par Kristen Stewart, est avec le loup-garou Jacob, joué par Taylor Lautner, sous sa forme de loup. Comme il y avait beaucoup d'interactions entre Jacob et Bella dans cette scène, les réalisateurs ont choisi de faire venir Taylor sur le plateau et de le faire jouer avec Kristen pour obtenir le bon ton. Mais ensuite, comme si la combinaison non réfléchissante n'était pas assez drôle, le réalisateur a demandé à Kristen de frotter la tête de Taylor.
comme si elle donnait à son loup une petite gratouille entre les oreilles. Et le résultat n'a pas de prix. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Kristen a agi si maladroitement dans ce film, je pense que nous venons de trouver la réponse. Même s'il s'agissait d'une orientation de dernière minute, les producteurs ont trouvé le plan si beau que l'équipe technique l'a fait fonctionner en post-production. Les comparaisons côte à côte n'en sont pas moins hilarantes. Alors que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, je pense qu'on est d'accord pour dire que sans CGI, Twilight était vraiment maudit. Super stand-ins. Lorsqu'il s'agit de films de super-héros en équipe, Les Gardiens de la Galaxie est l'une des séries de films les plus appréciées de la galaxie. Cette escouade imparable de personnages qui s'affrontent a fait pleurer de rire les cinéphiles lors de la sortie du premier film en 2014. Mais deux d'entre eux en particulier formaient une paire cosmiquement comique, Rocket Raccoon et Groot. Don't drink fountain water, you idiot. That's disgusting. Bien qu'ils travaillaient ensemble dans les films comme un duo super drôle, les choses deviennent encore plus drôles lorsque vous désactivez les images de synthèse qui leur donnent vie. Groot par exemple mesure environ 3 mètres dans les films. Cela signifie qu'aucun humain au monde n'est assez grand pour l'incarner. Pour que les autres acteurs aient quelque chose de la même taille à regarder avec précision et avec lequel interagir, on a donc utilisé un type de combinaison bleue avec des accessoires de tête hystériquement énormes à la place. Comme les combinaisons pour écran vert, les combinaisons pour écran bleu comme celle-ci sont également utilisées pour l'incrustation chromatique, le chroma keying. Mais comme la lumière rebondit moins sur le bleu, il est préférable de filmer des scènes se déroulant dans des espaces plus sombres. Aussi impressionnant soit-il sur le plan technique, je ne peux m'empêcher de penser que nous devrions renommer ce personnage Bloot. Cependant, vous avez probablement remarqué que ce n'était pas le seul costume bleu sur le plateau. Bien que Bradley Cooper ait été le doubleur de ce personnage, le gars en bas qui rampe sur ses genoux est en fait Rocket Raccoon, ou plus précisément l'acteur de référence de Rocket, Sean Gunn, le frère du réalisateur James Gunn. En dandinant sur ses genoux pour imiter la taille de Rocket, tous les mouvements de Sean ont servi de base au jeu d'acteur de Rocket. Cela a également permis à Rocket d'interagir de manière crédible avec d'autres personnages, comme dans cette scène avec Drax où il reçoit une gratouille réconfortante entre les oreilles. Aussi réconfortante que puisse paraître cette scène, sans l'image de synthèse, elle apparaît soudainement maladroite. Je veux dire, regardez simplement le visage de Sean. Mais je pense que j'aurais l'air tout aussi troublé si cette main massive se posait tendrement sur l'arrière de mon crâne. Mais attendez, comment ont-ils tourné les scènes où Rocket et Groot agissent ensemble comme ça? Je veux dire, Sean n'a pas grimpé sur les épaules de l'acteur de Groot pour ce plan, n'est-ce pas? Dans ce cas, il était en fait plus facile de remplacer Sean par cette abomination hilarante. Il s'agit d'un modèle grandeur nature de Rocket qui ressemble davantage à un animal taxidermisé qui aurait mal tourné. Aussi effrayant que soit, ce modèle mesuré était essentiel pour que l'ensemble du processus CGI fonctionne. Sa présence physique a donné à l'équipe chargée des effets visuels une bonne indication de la capacité de Rocket à atteindre certains objets dans l'espace et de l'éclairage à donner à sa fourrure. Malgré tout, la prochaine fois que je regarderai ce film, c'est un avant et un après que je ne pourrai plus voir. Cowboy Drax. En tant que cinquième des Gardiens de la Galaxie, l'adorable Drax le Destructeur semble avoir sa place dans l'univers cinématographique de Marvel. Pour transformer son acteur massivement musclé Dave Bautista en personnage tatoué, il a fallu une équipe de 5 maquilleurs 5 heures par jour pour lui appliquer 18 prothèses. Pas besoin d'images de synthèse, cela s'est produit plus tard lorsque le caractère destructeur de Drax s'est déchaîné lors du combat final d'Avengers Endgame. Même s'il avait l'air d'un dur à cuire en sautant sur le dos d'un énorme monstre et en le poignardant de toutes ses forces, Dave a en fait été filmé en train de sauter sur un gros sac de frappe vert. Le sac était stabilisé par un gars en costume d'écran vert en dessous, ce qui a permis à Dave de donner des coups de poing à volonté sans blesser personne. C'est moi ou sans les images de synthèse on dirait une scène du rodéo le plus bizarre du monde. Avengers Size War. Thanos, l'ultime super vilain de Marvel, porte de nombreux noms. Le Seigneur des Ténèbres, le Titan Fou, le raisin perpendiculaire ayant besoin de chapstick et d'un cœur. Bien que j'apprécie vraiment ce dernier hors du personnage, il n'a qu'un seul nom, Josh Brolin. Cet acteur a pu incarner le méchant fou qui met fin au monde grâce à des progrès considérables dans l'amélioration des images de synthèse du visage. La cartographie faciale a nécessité l'utilisation de 2 marionnettes calibrées à partir de la performance de Josh comme référence. Les points ont représenté certaines parties de son visage, ce qui a permis à l'équipe chargée des effets de capturer les émotions nuancées de Josh en suivant le mouvement de chaque point et la direction dans laquelle il se déplaçait. Ces points ont ensuite été reportés sur un modèle humain.
puis sur le modèle de Thanos afin de restituer avec précision chaque centimètre de la performance de Josh. Même si son visage est magnifique, Thanos est beaucoup plus grand que la plupart des autres personnages. Cela rendait les scènes de combat interactives comme celles qui se déroulent à la fin d'Avengers Infinity War beaucoup plus difficiles à jouer, car Josh n'était tout simplement pas aussi grand que son homologue violet. Ainsi, en un seul plan, il a revêtu un casque de mousse violet hystérique en forme de tête de Thanos. Cela a permis aux acteurs de travailler de manière crédible avec l'énorme melon violet de Thanos, et la performance faciale a été montée plus tard. Mais Josh n'était pas le seul acteur d'Infinity War à avoir des problèmes de taille. Peter Dinklage a été recruté pour jouer le rôle d'Eitri, le roi nain de Nidavellir. Dans cet univers cinématographique, les nains mesurent bien plus de 3 mètres, même s'ils conservent des traits de nains. Cependant, Peter, que la plupart d'entre vous connaissent probablement comme le nain Tyrion Lannister de Game of Thrones, est célèbre pour ne mesurer qu'1,30 m. Mais le mettre sur des échasses et le glisser dans un costume de tracker rembourré comme la Bête ou le Colosse ne fonctionnerait tout simplement pas. Au lieu de cela, les scènes de Peter ont été filmées entièrement sur un fond d'écran bleu, sans qu'aucun des autres acteurs ne soit présent. À la place, il a eu le droit à une série de petits découpages en carton montrant l'endroit où les acteurs seraient intégrés par l'équipe CGI. Cela a certainement permis à Eitri de paraître plus grand que nature sur le grand écran. Et pour couronner le tout, si Peter n'était pas satisfait des performances de ses co-vedettes, il n'avait qu'à les jeter à la poubelle par la suite. La mère des pommes de terre. Le trio de dragons de Daenerys Targaryen sont les créatures les plus emblématiques de la série fantastique épique Game of Thrones. Dans la première saison où ils sortent de leurs œufs aux énormes bêtes qui dominent l'écran dans la dernière saison, ils ont fasciné les téléspectateurs du monde entier. Mais aussi réels qu'ils aient pu paraître, ils n'étaient qu'une pure fantaisie. Même si elle était si bonne qu'elle compensait presque la mauvaise qualité de la dernière saison. Bien que de retour dans les saisons précédentes, les dragons étaient beaucoup plus petits, alors comment l'actrice derrière la célèbre mère des dragons, Emilia Clarke, a-t-elle pu travailler avec eux de manière aussi crédible? La réponse? De grosses patates vertes. Les équipes chargées des effets visuels ont créé des formes de dragons grossiers et verts en chroma key, ou parfois simplement des boules sur des bâtons, pour représenter la présence d'un dragon dans une scène. Ces formes donnaient à Emilia et aux autres acteurs des points focaux à caresser, à saisir ou à simplement regarder. Bien qu'avant l'ajout de tous les effets fantaisistes, elle avait l'air de chantonner au-dessus d'une grosse pomme de terre verte. Mais ce n'était pas donné. La qualité des effets rendus dans Game of Thrones ont nécessité tellement de détails et seulement 10 minutes de CGI ont coûté aux producteurs environ 800 000 $. Voilà une pomme de terre qui coûte très cher. Drôle Davy Jones. Pirates des Caraïbes de Disney est la 14e série de films qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps avec plus de 4,5 milliards de dollars au total. Mais même avec tout cet argent, les acteurs n'ont pas pu échapper au sort des redoutables combinaisons grises. On dirait bien que ces pirates n'ont pas reçu le mémo de la mode. Le personnage de Davy Jones dans le deuxième film était incroyablement mémorable, et pas seulement parce qu'il était interprété par Bill Nighy. À l'exception de l'interprétation de référence de Nighy, tout dans Davy Jones a été réalisé en images de synthèse, bien qu'il y ait une scène où il redevient humain pour tous les intellos. Les combinaisons de tracking étaient nécessaires pour capturer les manières de Davy, telles qu'elles étaient représentées par Bill. Mais pour les scènes en gros plan du village de Davy, Bill a également dû se maquiller en vert. Cela a permis de faire ressortir les petites lignes autour de ses yeux et de sa bouche afin qu'aucune de ses émotions ne soit perdue au cours du montage. Aussi important que cela ait été, il ressemble un peu à un hamburger de haute mer. Sur le nez. En matière de méchants fantastiques, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec l'immortel Lord Voldemort. Ah désolé, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il ne faut pas se mettre à dos les Potterheads. Aussi méchant que l'est, le vilain de la franchise Harry Potter, Ralph Fiennes, a une esthétique très particulière, semblable à celle d'un serpent. Je veux dire par là qu'on dirait qu'il a foncé tête baissée sur le quai 9/3 et n'a pas réussi à passer. Les fentes sournoises de ce méchant notoirement dépourvu de nez ont été conçues pour mettre en valeur son allure de serpent. Mais Ralph ne porte aucune prothèse dans ce spectacle. Au lieu de lui coller du ruban adhésif sur le visage, ils ont laissé l'acteur respirer et ont supprimé son nez en post-production. Bien que cela n'ait pas été facile. Son nez humain a dû être minutieusement retiré image par image dans chaque film. Ensuite, les fentes de serpent ont été ajoutées et leur emplacement a été soigneux suivi à l'aide d'une série de points placés sur son visage pour servir de référence. Tout ce travail l'a certainement fait ressembler au plus méchant des sorciers
mais à mon avis, il est encore plus terrifiant avec un nez. Tweedledherp. Lors de sa sortie en 2010, Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton a été saluée comme un festin d'images de synthèse. Adapté du roman d'aventure fantastique classique de Lewis Carroll, Alice Adventures in Wonderland, le film se déroule dans le Pays des Merveilles, un monde rempli de créatures curieuses et de personnages créatifs. Mais un, ou plutôt deux, se distinguent vraiment. Les jumeaux Tweedle, interprétés par le seul Matt Lucas. Il a réussi à jouer les deux jumeaux avec un peu d'aide du département CGI. Pour correspondre aux proportions rondouillardes des jumeaux, Matt a été sanglé dans un costume qui l'a fait ressembler à un gros blob vert. Il a ensuite joué l'un des jumeaux à côté d'un double pour référence, puis a échangé les rôles avec le double pour que les jumeaux puissent avoir des interactions crédibles. Les jumeaux ont été conçus pour mesurer environ 70 cm de haut, mais comme Alice grandit et rétrécit tout au long du film, leur perspective de taille change. Cela signifie que pour jouer aux côtés de l'actrice d'Alice, Mia Wasikowska, Matt Lucas et son double ont dû enfiler des échasses tout en étant vêtus de ses combinaisons bulbeuses. Cependant, les échasses sont difficiles à maîtriser, même sans tout ce volume supplémentaire. C'est pourquoi Matt et son double ont eu besoin de deux autres personnes en costume vert pour les stabiliser pendant qu'ils avançaient en vacillant. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce dandinement bizarre n'est rien comparé à leur forme finale. Mon dieu, il ressemble à une paire d'œufs intelligents. Weird Woola. Personne ne vous en voudra si vous ne vous souvenez pas, ou même si vous ne connaissez pas, la tentative de Disney de réaliser un space opéra en live action, à savoir John Carter. Sorti en 2012, le film a été un échec total grâce à une campagne marketing terrible et à un titre très vague. Il a finalement fait perdre à la société environ 225 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus gros fiascos de l'histoire du box-office. Mais aussi ambiguë qu'elle soit, ses origines extraterrestres étaient bien présentes dans le personnage de Woola, un étrange hybride martien-chien. Si vous voulez mon avis, il ressemble un peu à un pitbull croisé avec un sandwich fait dedans. Agissant comme le compagnon rapide de John, Woola interagit fréquemment avec John. Il avait donc besoin d'une présence physique pendant le tournage. Mais la taille et la forme de Woola étant si peu conventionnelles, le département des effets a dû faire preuve de créativité. Et c'est là qu'est intervenue cette monstruosité. Attachée au marionnettiste légendaire William Todd Jones, l'hilarante tête de Woola était souvent portée à sa taille pour que la créature reste à la même hauteur. William portait une combinaison pour écran vert en dessous afin que son corps puisse être facilement supprimé lors de la post-production. Il a également utilisé une tête de marionnette Woola en état de marche pour les scènes qui nécessitent plus de détails et d'angles. La tête n'a été utilisée qu'à titre de référence, mais elle a vraiment aidé à développer l'attitude canine réaliste du personnage pour le grand écran, même si personne ne le regardait. L'éléphant dans la pièce. Le remake en live action de Dumbo de Disney a vraiment donné l'impression que le célèbre éléphant volant était réel. Pourtant, ce gentil petit pachyderme n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Si l'on retire toutes les couches d'images de synthèse, on découvre que Dumbo est en fait interprété par plusieurs comédiens en costume vert, comme le cascadeur Paul Lowe ici. Le fait de se balader ainsi sur le plateau a donné au département CGI une référence sur laquelle travailler, ce qui a permis de rendre plus crédible la créature finale de ce long métrage. Mais Dumbo ne se contente pas de dégringoler comme une sorte de machine à laver intelligente. Il est également représenté de manière réaliste par un artiste spécialisé dans les créatures, Ed Osmond. Des combinaisons vertes avec des extensions de bras en forme d'échasse permettaient à Ed de se déplacer sur quatre pattes dans les décors, comme un véritable éléphanteau. Ces costumes spécialisés étaient utilisés lorsque les scènes de Dumbo exigeaient qu'il interagisse avec les acteurs, ce qui est difficile à réaliser sans référence. Alors que l'un des costumes était assez basique pour servir de référence, d'autres avaient une tête d'éléphant grandeur nature attachée. L'un d'entre eux, utilisé dans la scène de bain, était même complètement imperméable pour que Ed puisse plonger la tête sous l'eau pendant que Dumbo était lavé. Je ne pense pas que je pourrais jouer un éléphant de manière convaincante sur la terre ferme, sans parler d'être sous l'eau pendant la moitié d'une scène. Laquelle de ces révélations vous a fait rire aux éclats? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir regardés.